Un très très beau maillot. Je pense que vous allez le Ouais, découvrir là. Un maillot qui respire le football en ce moment et qui respire la qualification aussi. Bruce, tu nous fais pas une entrée comme sur ton live débrief la dernière fois là? C'était quoi la dernière fois? Ah, ton entrée avec ta veste du Milan là. Non. Je l'ai re-regardé 20 fois l'intro, je crois. Ah ouais. Ah ouais. Je vais pas forcer, je l'ai fait une fois parce que Ah, c'était. il y en a, ils parlaient trop encore une fois. C'est pas pour les supporters parisiens qui savent rester mesurés, mais c'est pour certains qui ont tendance à détruire les autres clubs comme si c'était rien et comme si leur club c'était le Real Madrid. On est fatigué de ces supporters-là, donc il y en a, fallait les remettre juste un tout petit peu à leur place, c'est tout. Non, tu aurais mérité un award pour cette entrée. Elle était propre, vraiment. Bon, messieurs, bienvenue à tous, bienvenue pour ce petit débrief LDC. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de débrief la semaine passée. Je sais plus pourquoi, on pouvait pas. Du coup, Ouais, là, on on. avait des trucs. Ouais. Bizarre. Bizarre, Non, non, bizarre, en vrai, très bizarre. en vrai, Je me souviens même plus en vrai. vous pouvez demander à Poido. Moi, je sais que j'avais l'équipe et à l'heure plus tôt, on pouvait pas. Donc, c'était compliqué. Il y en a qui étaient pas Ouais, dispo. Je crois qu'Anto était pas dispo non plus. C'est pas parce que je faisais le rageux et tout. Moi, j'assume tout le temps. Il y en a qui étaient pas dispo, les gars. Donc, voilà. ouais. Mais ça arrive hein, après, hein, c'est pas non plus un drame. Mais bon, aujourd'hui, on est bien là. Ah, je l'avais pas vu, d'accord. Donc, il a mis le maillot de Manchester United. Ça fait plaisir, ça, Kanto. Comment ça va, Bah, Kanto? Ça fait bah, écoute, ça plaisir. va, ça va. On a vu un très beau match du côté de Manchester. On a vu Rasmus Højlund qui a célébré ses buts devant son ancien public sans la moindre vergogne. On a beaucoup apprécié. Et finalement, bah voilà, on a encore vu les déboires de Manchester United. Oui, en effet, Manchester United, c'est vraiment une énorme catastrophe. On en parle tout à l'heure. Scipion est là aussi. Comment ça va, Scipion? Bah écoute, ça va bien. Je crois, les amis, que Ouais. j'ai trouvé ma nouvelle équipe hipster pour la Oui. suite de la Ligue des Champions. C'est la Real Sociedad. Ah oui, oui, oui. Ceux qui ont vu le match hier à 18h45, la première mi-temps contre Benfica, c'est une des meilleures mi-temps de la saison, tout simplement. Donc Ouais. voilà, on va les accompagner, comme on dit. C'est comme le même de Thierry Henry, ça faisait action, but, Ouais. action, but. C'était un peu ça, finalement, hier. Et il y a Bruce aussi que vous avez reconnu. Comment ça va, Bruce? J'avais passé un week-end compliqué. Ces derniers temps, c'était un peu compliqué. Mais j'ai retrouvé un peu le sourire, là, en ce début de semaine. Voilà. Donc, ça va, on va dire. Ouais. Oui, on l'a bien vu que tu as retrouvé le sourire. Ça, c'est clair. Messieurs, on fait cette émission, vous le savez, avec Winamax. Et Winamax qui est avec nous et qui vous propose donc ce bonus de bienvenue que vous connaissez désormais par cœur. Mais je vous le rappelle quand même, 100 euros de doublé, c'est-à-dire que si vous déposez 100 euros sur le site Winamax, vous avez 100 euros en plus pour parier, 100 euros bien sûr en pari gratuit. Vous avez aussi le code ORGE10 qui vous permet d'avoir un bonus de 10 euros supplémentaires sur le site ou sur l'appli. C'est pareil, hein, vous le savez. Et puis, si jamais vous êtes mineur, vous n'avez pas le droit de parier. Et faites attention aussi quand vous pariez, si vous êtes en mesure de parier, faites-le de manière raisonnée parce que les jeux d'argent sont dangereux et peuvent amener pas mal de soucis, de la dépendance. Ça peut vous créer des problèmes financiers, ça peut être vraiment très très compliqué à gérer. Donc faites ça juste pour vous amuser et pour mettre un peu voilà, de piment dans vos matchs, dans les matchs que vous suivez. Messieurs, on commence tout de suite puisqu'on n'a qu'une heure et qu'une heure, ça passe très très vite. On va commencer par parler du PSG, le premier match des clubs français. On va bien sûr focus hein, sur les deux clubs français parce qu'il y a quand même là, je pense, beaucoup de choses à dire. Et si on a un peu de temps, on essaiera de faire un petit tour pour regarder les autres rencontres. Victoire 2-1 donc de l'AC Milan. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur ce match. Il y a pas mal de perceptions aussi. Certains qui sont déçus de cette prestation du PSG, forcément, parce que le PSG n'est pas allé au bout de son idée. Et certains qui sont pas forcément, j'ai envie de dire, qui sont pas forcément... euh, je cherche ce mot là pour bien dire ce que j'ai envie de dire. Mais Vite. non, mais tu sais, Non. en fait, pas catastrophé, pas catastrophé. Voilà, c'est le mot que L'émission je a cherchais. commencé. Non, Mesuré. voilà, voilà, il y en a certains qui sont quand même mesurés et pas catastrophés par rapport à ce qu'ils ont vu, parce qu'on a quand même vu un PSG dans ce match-là dominé. Il manquait des choses au niveau du PSG, mais finalement, c'est pas non plus voilà, un drame absolu cette rencontre. Je commence avec Pipion, qui a trouvé le mot pour moi. Pipion, de quel côté tu te places, toi? Est-ce que cette défaite du PSG t'inquiète? Ou est-ce que toi, tu te dis que non, il y a surtout des axes de progression et que finalement, la qualif est toujours d'actualité, donc pas de drame.
Elle est inquiétante, oui et non. Elle est inquiétante d'abord Ok. parce que ça fait un petit moment que le PSG n'y arrive plus à l'extérieur, dans des grosses ambiances, dans des matchs à haute intensité. On l'avait vu au Bayern en huitième de finale retour. C'était un match un peu bizarre parce qu'il y avait vraiment deux mondes d'écart entre les deux équipes, mais ça reste quand même une défaite à l'extérieur. On l'avait vu aussi à Benfica. On l'a vu contre Newcastle où là ils ont carrément pris l'eau et ça fait encore une défaite. Donc c'est vrai que pour une équipe qui nous a habitués à être souvent, tu vois, pas impériale en phase de groupe, mais très sérieuse qui bouclaient ça rapidement. Là, ils vont s'offrir une fin de groupe un peu délicate, même si je trouve que le calendrier est plutôt, tu vois, ils vont recevoir un Newcastle qui à l'extérieur a du mal en Ligue des Champions et ils vont aller à Dortmund. Donc moi, je vois quand même encore le PSG se qualifier et voilà. Et c'est vrai que quand ils sont dépassés, bah, notamment c'était un des enjeux, hein, le milieu de terrain, quand il y a voilà de l'adversité en face, quand il y a du pressing, quand il y a des gros monstres à l'image de la performance de Loftus-Cheek ou Reijnders, bah c'est sûr que c'est compliqué. J'imagine ce milieu de terrain avec un Benacer. Je pense que Bruce, il doit être comme moi, il doit vraiment avoir hâte de le voir à l'œuvre. Et enfin, je suis pas forcément inquiet parce que même en vivant une soirée compliquée, le PSG a eu beaucoup d'occasions. Ils sont tombés sur un très bon Mike Maignan. Ils ont eu bah voilà une barre pour Dembouz, un poteau sur Kangidi. C'est-à-dire que même en ratant ce match, il y a quand même eu beaucoup d'opportunités. Donc ça prouve que cette équipe, elle n'est pas totalement larguée. Je pense que l'accident de Newcastle, il était là. Je le mets pas au même niveau. Je pense qu'ils auraient pu Ouais. s'en sortir, tu vois, avec un match nul. Et finalement, ça aurait pas été immérité. Sauf que voilà, ils sont tombés sur une équipe qui leur est rentrée dedans. C'est vraiment ouais, en fait, ils ont eu un gros trou entre le but du 2-1 et on va dire la 80e minute jusqu'à l'action de Kangin. C'est là, à ce moment-là, où il s'est passé quelque chose. Le PSG n'a pas su exister, n'a pas su réagir. Et c'est cette demi-heure où le Milan a aussi un petit peu accusé le coup physiquement, était moins bien et ils n'ont pas su réaccélérer. Et c'est là pour moi où il faudra voilà, comprendre pourquoi est-ce que le PSG n'est pas capable, tu vois, sur 90 minutes, d'être consistant à l'extérieur en Ligue des Champions. Parce que, bah, tu vois, encore une fois, il y a eu des occasions. Dembélé, je trouve, parmi le fameux trio offensif, a été mieux. Kix a beaucoup raté, mais il a quand même su se procurer des occasions. Colomoni, c'est toujours compliqué. Donc, tu vois, il y a plusieurs sentiments qui m'habitent au moment d'analyser ce match. Mais moi, je le répète, je ne suis pas inquiet pour la qualification. Ouais, c'est ça en fait la question qui se pose à la fin, c'est est-ce que ça remet un petit peu en cause la qualification? Alors, quand on regarde le groupe et on le voit, je sais pas si tu as la 7, Bruce, mais c'est vrai que c'est extrêmement finalement serré. Tout est relancé dans ce groupe-là. Maintenant, est-ce que le PSG s'est pas un peu mis en difficulté pour la suite? Comme tu l'as dit, Pipion, c'est vrai que toutes les années qui viennent de passer, on a toujours vu un PSG en contrôle, en tout cas sur ces groupes. Et là, la question se pose un peu plus. Bruce, selon toi, qu'est-ce qui a manqué dans ce match au Paris Saint-Germain? On sait que tu connais très bien le Milan, donc ton équipe, tu la connais par cœur et tu sais quand elle est dominée ou non. Là, on a quand même vu que le PSG avait peut-être plus d'opportunités, avait peut-être plus de contrôle, mais finalement a perdu quand même la bataille au niveau physique et à plusieurs autres égards. Qu'est-ce qui a manqué selon toi au PSG? Plus d'opportunités, je sais pas. Moi, je trouve que ça a été Ouais, tu kiff-kiff trouves? un peu à ce niveau-là, parce que sur les 20 dernières minutes, Milan recule, mais à part la passe sur Dembélé où il rate son contrôle, et oui, il y a Kanginli, au final, à la fin, il y a eu peu de situations franches. Et le truc, c'est que c'est un Milan qui a été différent du match aller, parce qu'à l'aller, t'avais pas Loftus-Cheek, t'avais Krunic qui revenait de blessure, qui était sur une jambe, t'avais une équipe qui était pas bien physiquement, Kaloulou qui revenait d'une grosse blessure, qui s'est repété dans la foulée. En fait, c'est ce que je disais, c'était une équipe très bancale à la rue physiquement. Là, c'était un Milan qui est, je pense, physiquement pareil, à 80% ou quoi. C'est pour ça qu'à la fin, ça a peiné. Loftus-Cheek, il n'avait pas joué depuis un mois quasiment, etc. Du coup, c'était compliqué. Pour moi, là, c'est pas un Milan à fond, un Milan comme on a vu au début de saison où tout le monde était en bonne santé à 100%. Donc, moi, ce PSG-là, encore une fois, je vois beaucoup qui sont contents de ce qu'ils voient de cette équipe depuis le début de saison, qui voient une certaine forme de progression, etc. Moi, personnellement, c'est un PSG qui m'inquiète énormément. Je comprends pas les gens qui sont contents de ce qu'ils voient depuis le début. Défensivement, t'as un Skriniar, on le sait, il est lent, mais il peut perdre des duels de la tête où t'as l'impression, bah, c'est comme s'il faisait 1m70, tu vois. Je veux dire, même moi, au duel de la tête avec Giroud, j'aurais pas fait pire que lui. Enfin, il y a des duels, c'est pas normal vu son gabarit. On a vu Marquinhos, pourtant. Dose quand même, hein. Non, mais on a vu Marquinhos, on a vu Marquinhos, son début de saison, je le trouvais plutôt encourageant, mais bon, force est de constater que dès qu'ils sont en difficulté, il coule et il peut prendre très cher et c'est pas lui qui va relever les autres. T'as Nuno Mendes, on le sait, qui est pas là pendant très longtemps. Lucas Hernandez, moi j'aime bien et c'est un très bon joueur quand il est là, mais jusqu'à maintenant, il a souvent des absences, des blessures. Donc si jamais il se pète, qu'est-ce que tu vas faire derrière? Tu vois ce que je veux dire? Le milieu de terrain, je veux bien que le milieu de terrain, on me l'a survendu,
celui du PSG comme le meilleur milieu de terrain d'Europe. Bon, Ugarte Ah, depuis mais quel... personne n'a dit ça. Bruce. Non, mais je Personne n'a dit grossis ça. les traits exprès parce que les gens, beaucoup s'enflamment. Ugarte, son début de saison était incroyable. Là, Ugarte, depuis quelques matchs, c'est plus compliqué. Et on l'a vu là, avec beaucoup d'intensité, etc. Loftus-Cheek était dans sa zone, qui lui a mis la misère et qui l'a Ah, il bouffé. te la ramasse. Hein. Zahir Emery pourra pas tout faire tout seul. Faut pas oublier qu'il a que 17 ans, entre guillemets aussi. Donc voilà, il y a un peu trop d'enflammade. L'attaque, donc on a fait le constat un peu de la défense. Où pour moi, il y a quand même des choses qui vont pas. Le milieu, t'es très limité parce que si t'as pas un très gros Ugarte, bah, c'est pas la même chose, tu vois. Puis derrière, on sait que Fabien Ruiz, etc., bah, en termes de niveau, c'est pas forcément exceptionnel. Donc t'as peu de marge, je trouve. T'as Vitinha qui pourra faire des bonnes choses techniquement, etc. Mais pareil, c'est rare qu'on ait un très grand Vitinha tout le temps. Et puis l'attaque, encore une fois, la première période de Dembélé, elle est très bonne. Très bonne, il manque juste de réussite, il fait sa barre, il y a des bonnes passes aussi donc pour Mbappé. Après sa deuxième, bah, c'est le Dembélé qu'on voit aussi souvent, qui est assez cata, qui a du mal à contrôler, la dernier geste, etc. Donc début de saison vraiment très 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 compliqué hein, pour être gentil pour Kolo Muani et Dembélé. Et encore une fois, moi je le dis depuis le début, pour moi l'une des clés du PSG, si le PSG veut réussir en Ligue des Champions, ça passera par un bon Ramos, parce que c'est le seul pur neuf que le PSG a. Mais pour moi, tu te tires une balle dans le pied parce qu'on a compris, je sais pas si c'est Mbappé ou si machin, la connexion française, mais tu as l'impression que tu es obligé d'aligner dans les gros matchs les trois Français tout le temps. Et pour moi, bah tu peux frustrer d'autres joueurs qui sont sur le banc, qui pourtant quand ils rentrent, comme Barcola, etc., mériteraient plus de temps de jeu, ce qui montre des choses intéressantes. Et moi, c'est un truc qui me dérange. Donc j'ai envie de te dire que c'est un problème général, défense, milieu, attaque, et Luis Enrique y compris pour moi. C'est pour ça que j'ai du mal à voir les gens qui s'enflamment sur ce PSG-là en disant qu'il y a une évolution, c'est mieux, machin, parce que je suis désolé, dans les 30 derniers mètres, ok, il peut y avoir des actions, il y a des trucs, mais au niveau de la justesse, dans le dernier geste, honnêtement, c'est quand même assez cata, moi je trouve, dans l'ensemble. Voilà. Mais moi, Bruce, je suis d'accord quand tu dis que peut-être qu'il y a des manques, peut-être que ce PSG voilà, est pas complètement encore au top pour aller loin dans cette Ligue des Champions. Mais encore une fois, hein, j'ai du mal à voir où est l'enflammade. Je sais qu'il y a certains matchs où t'as des gens qui peuvent un peu se faire un peu griser parce que bah, y a de belles prestations de certains joueurs. Tu as certains joueurs qui sont bons dans certains matchs et qu'il y a il y a des grosses victoires. Mais l'enflammade, honnêtement, je la vois pas. Moi, je pense que justement, il y a plus de mesures que par le passé. Là, Ah j'ai la non, sensation bah, que les gens. Bah si, mais si, moi Bruce. c'est pas le Moi, j'ai plus ressenti la que j'ai. sensation que les. Bah, Ça avait franchement, viré je la Neymar, vois pas, Messi, l'enflammade. équipe équilibrée, Ah, mais là, tu remontes loin. tu ramènes Là, tu les remontes loin. Parisiens, les machins, l'attaque FR. Non, mais les gens, tout ce que j'entendais, mercato exceptionnel. Je voyais certains matchs, oh, ça joue bien, là, on voit quelque chose, l'équilibre. Luis Enrique, Ball, ce que tu veux. Ok, moi je sais pas ce qu'on me raconte, je sais pas où je vois ça, mais on parle de la Ligue 1 où la plupart du temps il y a eu aussi des matchs décevants, il y a eu quelques bons trucs, mais il y a eu des trucs décevants. En Ligue des Champions, dès que ça se corse, dès que le niveau est compliqué, le PSG sombre. Dès que tu leur poses des problèmes, cette équipe a pas de solution. Ils en ont pas, ils sombrent la plupart du temps. Je vois les mêmes problèmes que les années passées en fait. Bon. On va laisser la parole un petit peu à Kanto, voir ce que lui il en pense. Kanto, pareil, j'ai envie de te poser la même question. Pour toi, quels sont les réels axes de progression de ce PSG? Et comme pour Pipion, est-ce que toi, tu as une inquiétude pour la qualification? Parce que vraiment, bah, du coup, ça relance toutes les cartes là, dans ce groupe. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on peut avoir quand même quelques inquiétudes par rapport à ce PSG-là. C'est marrant parce que pendant la journée de mardi, sur l'émission de l'équipe, on a fait un débat. C'était est-ce que ce Ouais, je l'ai vu. match-là, ce match-là, voilà, peut être permettre au PSG c'était quoi le terme exact de marquer le coup quoi Ah, entre d'envoyer un message. D'envoyer un Ouais, voilà, message. d'envoyer un message et beaucoup ont répondu non parce que le match face à Milan était une simple formalité face à une équipe qui ne mettait plus un pied devant l'autre et, et même si c'est vrai que ces dernières semaines avec Bruce notamment, on suit quand même tous de près cette équipe de Milan parce qu'on voit que Bruce était désespéré notamment après la défaite face à Udinese. Je me rappelle de ce message sur WhatsApp où il dit mais Oui, il personne était perd pas contre bien. Il Udinese était pas bien. et nous on perd contre Udinese. Et du coup, bah forcément, pour moi, c'était un peu à double tranchant. Est-ce que tu envoies un message positif à l'Europe si tu gagnes face à Milan? Pas nécessairement, mais par contre, tu peux envoyer un message négatif si tu viens à t'effondrer là-bas. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé et ce qui va laisser. Quoi, mon micro, il y a un problème?
Ok. Non, moi juste, il y en a un, il a mis Kanto, on dirait, il pilote un avion. Grave, je l'ai vu ce message. Non, mais. Kanto, Non, mais le steward et Kanto, ils passent au minibar aussi en même temps. Non, mais je sais pas s'il grésille ou s'il marche bien. Bon, j'espère Non, mais j'espère que vous en entendez vrai, correctement. je trouve Moi. on t'entend bien en vrai. Ok. Bon, de toute façon, c'est le matos de Webedia, donc s'il marche pas bien, c'est pas moi. Non, mais tout ça pour dire que cette équipe du PSG, bah, elle a encore montré qu'il y avait des secteurs inquiétants dans les matchs à l'extérieur, qu'elle n'était pas capable d'emballer les matchs, que son milieu de terrain est capable, peut être très rapidement débordé. S'il y a de la qualité, qu'il y a de l'intensité, il y a du marquage de près en face, et on l'a vu. Que Kylian Mbappé a eu encore une fois ces 2 occasions, et que s'il ne devient pas l'attaquant tueur qui met ses quelques occasions au fond dans des grands matchs, bah, ce PSG là ne sera jamais le PSG tueur, comme on peut voir d'autres équipes qui, dès qu'elles ont une micro-occasion, arrivent à mettre au fond. Parce que on parle de ce match là, mais on parle assez peu finalement allez, peut-être 2 énormes occasions de Kylian Mbappé, alors que pourtant, bah, si Kylian Mbappé marque son occasion, je crois qu'il y avait un 0 à ce moment là pour le PSG, bah 2-0, je pense que Milan est éteint et Milan ne revient probablement pas. Maignan, par Derrière, contre, joue bien le coup, Maignan, sur à chaque fois. Ouais. non, mais Maignan joue très bien le coup. Mais lui, il doit mieux et, faire, je suis d'accord avec toi. Ouais. et c'est son rôle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir arriver à être un petit peu plus tueur devant le but. Par contre, voilà, je vais juste répondre par rapport au chat. Je trouve quand même très très dur avec Ousmane Dembélé. Je vois des messages, bientôt décembre et toujours pas de but pour Dembélé. Il y a eu quand même but refusé à l'aller, il y a eu une frappe sur la barre hier qui est magnifique. Il y a cette action où il déborde sur le côté et il la met dans l'axe à Kylian Mbappé qui se retrouve tout seul. Enfin, je veux dire, Ousmane Dembélé, au-delà des stats but passe D, c'est beaucoup plus que ça dans cette équipe Mais tu parles dans du cette match équipe d'hier ou de manière générale, Kanto? Non, de manière générale, pas Tu- que du match d'hier. Ouais, il est cata son début de saison, moi je trouve. Hier, il fait une bonne première mi-temps contre Milan, moi je trouve. Mais sinon, dans Justement, l'ensemble, c'est. Justement, hier, je le trouve très très bon. Pour moi, c'est peut-être Avant-hier. même le. Ouais. Oui, avant-hier, pardon, mardi, c'est peut-être le meilleur joueur du PSG sur la première. Mais depuis le début de saison, même s'il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que du mauvais non plus. Et je trouve quand même qu'on est un petit peu dur avec Ousmane Dembélé. Donc on verra. Oui, ça commence à parler de surcoté, de pas surcoté, mais on aura l'occasion de voir un petit peu plus son adaptation au PSG dans les prochaines semaines. Mais non, oui, c'est inquiétant, Braque, pour cette équipe parisienne qui, face à un Milan qui avait un petit peu la tête sous l'eau depuis plusieurs semaines, n'est pas arrivé à s'en sortir, n'est pas arrivé à s'imposer, n'est pas arrivé à même tactiquement à brider cette équipe milanaise, alors que les Milanais, eux, sont parfaitement tactiquement arrivés à brider cette équipe parisienne. Donc bah, il va falloir un petit peu plus de travail de la part des joueurs, du coach et des ambitions quand on va à l'extérieur. Parce qu'on se rend compte après Newcastle et Milan que c'est plus un fait et c'est plus un cas isolé qu'on a vu à Newcastle, mais un cas qui s'est répété encore une fois à Milan dans différentes mesures. C'est le PSG a moins pris l'eau que face à Newcastle, mais voilà, attention pour le déplacement face à Dortmund qui s'est remis sur les bons rails, même si à l'aller on a eu l'impression que le PSG était largement au-dessus. Juste, Ouais. Braque, je voudrais Vas-y, répondre Bruce. parce que ça me disait si c'était un petit Argentin. Les gars, vous vous rendez compte que Messi, il a fait 16-16 l'année dernière au PSG. Vous êtes plus en train de défendre Dembélé qui va peut-être finir la saison en 3-4 ou j'en sais rien. Bon, il fera peut-être un peu plus. Et vous continuerez à défendre plus Dembélé tellement vous avez la haine contre Messi. Et Brice, pourquoi faut toujours mais parce que ce message, je l'avais pas dit. juste faire l'émission sans régler tes Braque, comptes. souviens-toi, ce message, je l'avais dit dans hors-jeu sur les trucs de pression. Oui, J'ai dans tes dit prédictions, oui. Dembélé fera une saison avec tant de stats, un truc Oui. vraiment pas ouf, mais les gens diront qu'il a fait une bonne saison. Et bah, crois-moi qu'à la fin de saison, on ressortira ce truc et ça sera la réalité. C'est juste ça qui est drôle. On s'en souvient de la phrase exacte, c'était Dembélé fera moitié moins de stats que Messi. Voilà. Ça veut dire qu'il aura fait une bonne saison. Voilà, bah, exactement. C'est magnifique. Mais pour l'instant, on est tous assez lucides, Bruce, pour voir que Dembélé fait pas une énorme saison. Personne ne dit qu'il fait une meilleure saison que Messi. Et puis, vu comme il part, il a toujours pas Non, mais il y en a sur le chat, il y a personne qui le dira, ça. En Il y en fait. a sur le chat, genre Rockma par exemple, pour citer lui, ce qui défend Dembélé, où ils sont contents limite du début de saison de Dembélé. Tu vois des choses. Mais les gars, Dembélé, on parle d'un joueur qui était au Barça, on sait qu'il a des limites dans le dernier geste, ce que tu veux et tout. Mais la vérité, Dembélé, sur son début de saison, le nombre de trucs dans les derniers mètres, les gars, tu le vois qu'il est pas en confiance. À un moment, il fera mieux. Il aura des périodes bien mieux, bien sûr. Mais tu dois faire mieux que ça, t'es Dembélé. Mais non, mais en mode, son début de saison, il est défendable, les gars. Sa première mi-temps contre le Milan, elle est bonne, elle est très bonne. Ça, je dis pas. Mais sur l'ensemble de la saison, putain, si les gars, vous êtes satisfaits de ça, ok. Non. Bon, moi j'ai pas eu ma réponse. Je vous ai tous posé la question, mais j'ai pas eu ma réponse.
Moi, je veux donner juste mon avis par rapport à ce qui manque peut-être à ce PSG. En tout cas, ce que j'ai trouvé d'assez criant dans les manques. Et je vais rejoindre ton avis, Bruce, hein, pour le coup, c'est vraiment au niveau de la créativité. Je pense que, et peut-être qu'il va y avoir des choix à faire côté Luis Enrique. Peut-être qu'un Kang In Lee peut faire beaucoup de bien dans cette équipe parce qu'en fait, ce qui me dérangeait beaucoup, c'est qu'il n'y avait personne pour trancher, pour casser la dynamique dans ce match-là. Alors certes, il y avait Dembélé qui faisait ce qu'on le voit faire depuis le début, c'est-à-dire déborder côté droit, rentrer intérieur, et il a failli marquer. Donc s'il marque, son match il est différent, et on dit que ça fait un très bon match, et peut-être même que le PSG s'impose. Mais j'ai l'impression que par moment, il manque ce truc. C'est vrai que des joueurs comme Neymar, des joueurs comme Messi pouvaient apporter ça, mais là, en ce moment, sans ça, j'ai de vrais doutes, en tout cas sur le plan offensif pour le PSG. Est-ce qu'un joueur comme Kang In Lee peut apporter ça, peut apporter ce truc pour un petit peu venir trancher avec ce qui se fait, avec ce circuit qu'on connaît très bien de Luis Enrique, puisqu'on l'a vu le faire avec l'Espagne, on l'a vu avec le Barça. J'ai la sensation que sans ça, ça va être très 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 difficile. Et le milieu de terrain, je pense, ne va pas suffire à justement venir un peu casser le rythme des attaques. Surtout que dans le match, et je pense que tout à l'heure on va faire l'évaluation, on a bien vu qu'un Kolo Muani et même Ramos quand il est entré n'a pas apporté plus et n'a pas permis de créer plus de combinaisons, d'essayer Après, à la fin, Braque, plus décaler la défense ouais, mais milanaise, tu vois. le Milan, à la fin, Braque, sur les 20 dernières minutes, ils sont très bas et ils sont tous Mais en moi, défense. je te parle de manière générale. Je te parle dans ce match Ouais, globalement. mais c'est pour il manque ça. ce mec qui a la passe, tu vois, qui a Ah oui, la mais passe, ça, on qui est peut d'accord. véritablement casser une défense. Bah, la créativité, tu le savais que tu la perdais en Bien enlevant sûr. Verratti, Neymar et Messi qui étaient les trois plus créatifs. Je sais pas, c'est pour ça que je le dis. J'ai l'impression que les gens, moi je disais qu'il allait avoir un manque criant de créativité dans les derniers mètres. Il y en a, ils disaient oh non, il y a Dembélé, il y a Mbappé, machin et tout. Oui, mais ils sont très très loin de Messi, de Neymar, de Verratti sur la vision de jeu, la qualité de passe, etc. Pour trouver des passes quasi impossibles à trouver quand il y a peu d'espace. Ces mecs-là, c'est des joueurs qui peuvent être spéciaux. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as jamais remplacé. Tu as un manque à ce milieu de terrain et dans les derniers mètres, ça c'était une évidence par contre. Oui, alors tu les as perdus, c'est sûr. Et moi, je voulais voir justement si le PSG pouvait se passer de ça et jouer autrement et avoir une alternative pour proposer autre chose. On est obligé de constater que c'est très difficile, que le jeu que Luis Enrique veut mettre en place, ce jeu où tu veux dominer, où tu veux avoir la possession, où tu veux contre-presser, finalement ça prend du temps pour arriver à maîtriser tous les aspects d'un tel système. Donc je pense que ça peut devenir un réel problème et j'espère qu'en tout cas les solutions vont être trouvées parce que je pense que dans certains matchs où justement tu as des défenses qui sont un peu basses comme ça, tu as des défenses qui sont un peu regroupées et où tu te retrouves dans des situations d'urgence parce que tu es mené et parce que le match commence à t'échapper, si tu n'as pas ce mec-là comme Di Maria, comme n'importe quel joueur de cette classe qui peut véritablement débloquer les choses, ça, c'est un des vrais problèmes qui peut, selon moi, se poser au PSG. Et je le vois un peu comme un axe de progression. Et il va falloir trouver le joueur qui pourra faire la différence dans ces moments-là. L'évaluation, on regarde un peu les joueurs. Je ne sais pas si on peut tirer pas mal de top dans cette rencontre. Mais pour vous, quels sont les joueurs qui sont réellement passés à côté, Pipion? Forcément Ugarte, c'est vrai que par rapport à son début de saison où il était impressionnant dans sa capacité à la fois à presser, à être dur sur l'homme et aussi à être bon dans le jeu long, là on a tout perdu, c'est-à-dire que vraiment il s'est fait à la fois manger, mais aussi dans le jeu il avait un apport qui était très négatif. Tu sais, quand on analyse la manière Ouais. dont le PSG joue, ça forme un espèce de U, c'est-à-dire que Oui, c'est ça. voilà, c'est-à-dire que ni l'avant-centre ni l'un des milieux de terrain n'était au niveau, et c'était Ugarte et Kolo Muani, donc c'était très visible aussi au niveau des circuits de passe, c'est-à-dire qu'Ugarte n'a même pas été utile. On l'a vu se faire manger par Loftus-Cheek, mais il était aussi pas bon dans le jeu quand son équipe avait le ballon. Et c'est vrai que là, on sent qu'il accuse un petit peu le coup physiquement, peut-être de ce gros début de saison, des voyages avec l'Uruguay et tout ça. Et c'est inquiétant pour lui, mais c'est inquiétant pour le PSG d'être déjà dépendant de ce joueur. Un mec qui est arrivé il y a 3 mois, normalement, un club de cette dimension européenne supposée ne doit pas être. Après, Kolo Muani, c'est sûr que ça commence à être difficile pour lui. Bon, voilà, comme d'hab, il est arrivé il y a 2 mois. On peut encore réclamer un petit temps d'adaptation, mais il va falloir qu'il lance quand même sa saison lui aussi, parce que y a de la concurrence, et vu son prix, il va falloir qu'il le justifie un jour ou l'autre. Et oui, c'est vrai que Skriniar 6, c'est pour la tête plongeante qui est très généreuse, mais sinon il se fait manger dans les duels, il a concédé beaucoup de fautes, il est fautif sur les 2 buts.
c'était plus un 4 qu'un 6 pour moi. C'est vraiment les 3 qui pour moi sont passés à côté. En plus évidemment de Mbappé qui voilà, a un petit peu disparu au fil de la rencontre. Ok. Kanto, qui est-ce que tu mettrais, toi? Bah, au global, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Scipion. Donc moi, je vais faire un autre choix, peut-être un petit peu plus étonnant, mais moi, je vais parler de Marquinhos. Ouais. Parce que Marquinhos fait pas un match qui en soi est catastrophique. Maintenant, moi, quand je vois une charnière Marquinhos-Skriniar, je vois pas une charnière de 20 ans, je vois une charnière avec beaucoup d'expérience, avec deux joueurs qui ont gagné qui ont joué dans des grands clubs. Skriniar de son côté avec sa carrière à l'Inter, Marquinhos avec toutes ses campagnes en Champions League du côté du Paris Saint-Germain. On parle de deux joueurs qui ont quand même un bagage également en sélection nationale. Et quand tu vois une charnière comme ça, tu dis que ce sont censés être deux mecs qui doivent te rassurer une défense, qui doivent aller au charbon, qui doivent mettre des tampons, qui doivent arriver à complètement brider les offensives adverses, qui doivent presque pourrir le jeu, qui doivent permettre d'avoir une sérénité à ces équipes-là. Le problème, c'est que Marquinhos, on le sait, il a l'habitude de paniquer quand ça joue un petit peu plus dur et que les matchs sont un petit peu plus compliqués. Et c'est emmerdant parce que c'est un super défenseur et qu'en plus de ça, c'est un super mec derrière et un véritable amoureux du PSG. Mais voilà, il a tendance un petit peu à paniquer. Et je pense que maintenant, quand ça a duré depuis quelques mois, c'était pas grave. Et puis derrière, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avoir toujours ce superbe joueur qui panique quand il faut pas ou qui en tout cas n'est pas capable de taper du poing sur la table. Et ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que Skriniar, il est en train de déteindre et un petit peu à l'image de ce qu'on reprochait par moment à Thiago Silva, d'être à côté de Marquinhos et de ne pas pouvoir endosser ce rôle de leader et d'avoir vraiment un caractère, un tempérament fort, parce qu'on savait que Thiago Silva, c'était aussi un des meilleurs défenseurs du monde, mais qui parfois avait des petits soucis de caractère. Là, quand je vois ce Skriniar-là qui marque un but, mais qui derrière gagne pas un duel offensif, se fait bouger physiquement et un petit peu à la rue sur le reste du match, j'ai l'impression que quand on arrive au PSG en défense, il y a cette atmosphère de panique qui déteint un petit peu sur tout le monde. Et voilà pourquoi je parle de Marquinhos, parce que c'est le capitaine, parce que ça doit être le caractère fort, ça doit être l'homme fort pour accepter quand le PSG a la tête sous l'eau, d'essayer de relancer la machine. Et pour autant, on sent que quand le PSG a la tête sous l'eau, Marquinhos c'est un petit peu le maillon de la machine qui commence à s'enrayer petit à petit, et c'est pas de maintenant. Oui, c'est vrai que Marquinhos, c'est compliqué un peu de l'extirper des flops, hein, parce que c'est le capitaine, et quelque part, le capitaine, t'as quand même une certaine responsabilité dans un match où parfois ça peut donner l'impression que ça t'échappe. Bruce, qui est-ce que toi tu mettrais? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Kolo Muani, mais Kolo Muani, son match est vraiment très compliqué, son match, hein. Tu vois, par exemple, il y a Ugarte aussi. Ugarte, c'est rare de le voir aussi mauvais, quoi. Donc il y a quand même pas mal de joueurs qu'on pourrait mettre en avant. Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur les défenseurs. Bon, le côté Hakimi, Marquinhos, ça a pris très cher, mais parce qu'aussi quand t'as un Leao comme ça avec un peu d'espace, il peut te déglinguer n'importe quelle défense. Mais oui, ça revient souvent Marquinhos, c'est vrai. Skriniar t'enlève son but. Tout n'a pas été parfait. Et après, Ugarte, t'es obligé. Ugarte, il a été cata, enfin, il a été à la rue. Et on sait que lui, il change l'équipe du PSG quand il est bien. En tout cas, ce qu'on avait vu en ce début de saison, on s'est très vite enflammé sur lui. Donc, on espère qu'il retrouvera son meilleur niveau, etc. Mais c'est vrai que là, il était très en difficulté. Et tu le sens, si t'as pas un bon Ugarte, derrière, c'est tout de suite plus dur. Et oui, pour revenir à Kolo Muani, c'est à l'image de son début de saison. Alors après, il y aura du mieux à un moment donné, c'est sûr. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est ultra décevant. C'est ultra décevant. Alors tu le vois pourtant pas mal bouger, etc. Mais dans l'utilisation du ballon, même les contrôles de balle par moment, etc., les choix, c'est vrai que c'est plus que poussif et c'est pas bon, quoi, depuis le début de saison. Tu le sens, il est pas en confiance tout simplement, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je disais un peu plus tôt, ça serait bien de voir peut-être d'autres choses. Bon, on sait qu'Asensio peut être utilisé comme ça un peu en faux neuf aussi quand il sera là, parce que lui, à un moment, ça fonctionnait bien, ou Ramos, ou qui pour moi est un pur neuf. On aimerait peut-être voir autre chose à Paris. Moi, personnellement, pour moi, Ramos, c'est indispensable, faut le mettre en confiance, faut lui donner beaucoup de temps de jeu. C'est le seul vrai neuf que tu as dans cette équipe pour moi. Le seul tueur potentiellement que tu peux avoir. Donc faut miser sur lui. Et après, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Mbappé. Moi, Mbappé... Bon, vous le savez, c'est pas forcément mon joueur préféré, mais sur ce match, j'ai pas trop envie de lui tirer dessus. Il y a ses occasions qui jouent pas bien, il doit mieux faire là-dessus. Mais après, pour moi, il y a une prise à deux, souvent avec Reinders, Calabria, il y avait aussi Tomori. Du coup, forcément, s'il a été ciblé par le Milan, ils l'ont très bien fait, tu vois.
Donc, à part en première mi-temps, où pendant un moment il y avait pas mal d'espace, donc il pouvait en profiter un peu, et c'est pour ça qu'il a eu ses occasions. Mais après, tu sens qu'ils se sont ajustés le Milan et ils pouvaient plus rien faire Mbappé. C'était trop compliqué parce qu'il y avait à chaque fois au minimum 2 mecs sur lui. Du coup, pour moi, ça doit bénéficier aux autres, et c'est pour ça que ça se répercute sur les autres qui, pour le coup, n'ont pas fait le taf. Parce que s'il y a 2 3 joueurs à chaque fois sur Mbappé, bah forcément, il y a des manques autre part. Et ça s'est pas vu plus que ça par moment. Donc c'est pour ça qu'on peut peut-être aussi plus en vouloir à ce qu'il y a autour. Mbappé, c'était un match très compliqué pour lui. Moi, Surtout, excuse-moi, ouais, surtout que la ouais. défense était forte, tu vois. Calabria, Tomori, tout le monde a fait le taf. Donc même les milieux, c'est pour ça que c'était compliqué. Moi, je veux pas le dédouaner comme ça. Moi, je l'aurais quand même mis dans mes flops Mbappé, même si c'est vrai qu'il a été très très bien pris. Et sur ça, j'ai été vraiment surpris de la part de Milan parce que bah c'est on sait que Mbappé, voilà, quand il prend le dessus sur toi, bah physiquement et mentalement, ça peut être très compliqué pour des défenseurs. Mais je suis désolé, moi je pense qu'il faut quand même le mettre dans les flops. Parce que quand Mbappé va mettre un doublé, par exemple, mais va faire un mauvais match, on va dire c'est l'homme du match. Et moi, ça me gêne que dans un match comme ça, qui est quand même très important pour le PSG, t'as 2 occasions, t'as vraiment 2 opportunités franches, Il et doit en t'as un mettre joueur de ce une, oui. Il calibre-là. doit en mettre une. Ça, je Voilà, suis d'accord. Ouais. mets-en au moins une sur les deux. Et là, clairement, le match, c'est peut-être pas la même chose. Tu peux même derrière enflammer le match et complètement ouvrir l'équipe en face. Donc, je suis désolé. Faut être juste. Faut être juste. Et ceux, par exemple, qui vont s'enflammer quand il va mettre un doublé mais qu'il est mauvais, bah, quand il est pas bon et qu'il a l'opportunité de débloquer le match, bah, faut le faire, tu vois. Donc, moi, je le mets quand même dans les flops. Enfin, j'étais un peu déçu, sachant que les 2 occasions qu'il a, surtout celle où il fait le piqué un peu chelou, je comprends pas, quoi. Il a peut-être beaucoup mieux à faire sur ces actions-là et pourtant, bah, il passe à côté. Donc, je le mettrais personnellement dans les flops. Messieurs, on avance, on passe à Lens maintenant si on veut essayer de parler d'un peu plus de choses que le PSG. Parlons de Lens hier qui bah voilà, s'incline face à Eindhoven. Pipion, il y a un truc que je me disais, moi, en début de saison. Je me disais, oui, alors ce match contre Arsenal, il fait plaisir parce qu'on a vu un Lens vraiment bah, se transcender. On a vu un Lens qui a joué à un niveau tout autre et qui a réussi à faire tomber une des meilleures équipes d'Europe. Et pourtant, moi, je continuais de penser quand même que c'était pas sur ces matchs-là que la qualif potentielle de Lens en huitième allait se jouer, voire en Europa League. Pour moi, c'était dans ces matchs-là, justement, contre Eindhoven, contre ces équipes qui sont peut-être d'un niveau un peu plus équivalent. Est-ce que tu as eu l'impression hier de voir Lens à son réel niveau face à cette équipe du PSV? J'ai plus vu le Lens Ligue 1 que le Lens Ligue des Champions hier. Ok, À ok. savoir une équipe qui n'était pas dans le contrôle, qui offensivement avait énormément de mal, et ça se traduit vraiment. Là, on voit que Wai, quand il n'est pas inspiré, quand il est un jour sans, c'est compliqué pour toute l'équipe. Mais c'est pas que lui, c'est Sotoka, c'est Thomasson, c'est même quelques-uns des entrants comme Fulgini. Euh, En fait, à chaque fois que des équipes françaises vont jouer face à des équipes néerlandaises, souvent il y a une sorte de piège qui s'installe, et notamment sur l'aspect mental de la nervosité, où j'ai souvenir de l'OM contre le Feyenoord qui dégoupille totalement la fameuse demi-finale de conférence, le 3-2, je pense que Kanto pourra confirmer. On avait vu aussi Lille contre l'Ajax, où pareil, il y avait beaucoup de contestations par rapport à l'arbitrage, par rapport... En fait, les joueurs néerlandais, quand ils veulent te faire péter un câble, ils veulent vraiment t'emmener sur ce Ils terrain-là, et sont ils ont bons, hein. réussi. Ils ont réussi hier, parce que tu vois, enfin, 8 cartons jaunes, un rouge pour Lens, ça a très très vite dégoupillé. Il y a des situations, tu vois, par exemple, le carton jaune quand Sotoka va relever Ramalho, tu vois, c'est Oui, des cartons, il y a beaucoup de cartons bêtes qui sont constatés. Alors oui, peut-être l'arbitre a été très mauvais et tout, mais en attendant, le PSV a voulu emmener Lens, comme je le dis, dans ce match-là un peu plus tendu, électrique, et ils ont réussi finalement. C'est là où ils ont gagné aussi la rencontre. Et globalement, le PSV a eu les meilleures occasions. Alors oui, il y a eu le poteau de Guilavogui à la fin, mais voilà, si Lozano ne fait pas son crevard et n'oublie pas Bagayoko, il y a 2-0 à la 70e, et c'est bon, on a fermé la boutique, quoi. Donc après, tu vois, comme pour le Paris, la qualification n'est pas compromise. Il faudrait idéalement, évidemment, que le PSV n'aille pas gagner à Séville. C'est là où ça va se jouer, parce que si le PSV gagne à Séville et le Arsenal lance, il faudra vraiment un plus gros exploit. Je vois mal, enfin, si Lens fait 6 sur 6 contre Arsenal et 1 sur 6 contre le PSV, c'est vraiment le groupe à l'envers, mais on ne sait jamais. Pour t'offrir finalement ce dernier match contre Séville et le PSV qui reçoit Arsenal, et sera peut-être un peu plus compliqué. Après, voilà, c'est comme d'hab.
dit au début de la compétition, on dit aux Lensois, vous êtes en Europa League, est-ce que vous signez pour une troisième place? Je pense que tout le monde aurait dit oui, mais finalement tu te prends à l'enjeu, tu as eu cette victoire contre Arsenal, un vrai exploit, un match accompli, et t'as pas su peut-être capitaliser un peu là-dessus. Je pense sincèrement que le PSV, il y avait la place hier pour aller chercher un nul. Ouais. Je pense qu'ils avaient été un peu plus concentrés si c'était pas tombé dans ce match un peu bête, un peu bizarre vis-à-vis de l'arbitrage, ça aurait pu le faire. Donc c'est dire que même quand Lens concède l'ouverture du score, ils arrivent toujours, tu vois, à rester dans la partie. C'est dommage, mais tu vois, enfin, par exemple, hier, à la 50e, 55e, il y avait les 3 centraux qui étaient avertis. Tu vois, Ouais. c'était chaud, quoi. Et ouais, comme je te dis, c'est là où tu te rends compte que Lens est peut-être un petit peu limité, à la fois offensivement et aussi en sortie de banc, quoi, où tu fais rentrer Guy Lavogui, Saïd, El Anaoui. Alors, El Anaoui, j'ai bien aimé son match, tu vois, mais en Ligue des Champions, c'est un petit peu léger quand même. Ouais, c'est un tout autre niveau. Kanto, c'est vrai que on a l'impression que Lens est un peu passé à côté de sa rencontre. Peut-être que cette rencontre a été presque mal préparée quelque part, parce que c'est vrai que dans ce genre de configuration, c'est vraiment là qu'elle se joue la qualif. S'il y a quelque chose à jouer, c'est dans ces matchs-là. C'est là que tu vas chercher des points pour justement plus ou moins te mettre à l'abri. Sans compter que les mecs ont glissé tout le match et ça a pas aidé. On se souvient de cette occasion où le ballon arrive sur Machado et où il glisse complètement. Enfin, voilà, il y a eu plein de trucs en fait qui nous ont donné l'impression que bah il y avait rien pour Lens hier dans cette partie. Ça a été quoi ton sentiment sur cette rencontre? Et même question aussi, est-ce que tu as eu la sensation que là on a vu vraiment le vrai Lens? Bah déjà, pour réagir mal préparé, je pense pas que ce soit le cas. Ouais. C'est-à-dire que là, oui, comme l'a dit Scipion, on a plus vu un Lens Ligue 1 qu'un Lens Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que ce Lens Ligue des Champions, on a cette image-là du Lens à Bollaert face au PSV, surtout face à Arsenal, avec cette équipe-là qui est capable de prendre le jeu à son compte, qui est capable de mettre de la folie, de partir très rapidement dans les phases de transition, d'avoir ces 3 défenseurs centraux qui font un match XXL. Notamment Danso, Grady et Medina. Donc c'est un petit peu l'image de Lens qu'on avait en Europe jusqu'ici. Maintenant, on sait qu'un déplacement et une réception, ça n'a rien à voir dans le foot et on s'en a encore une fois rendu compte. Même si les Lensois n'avaient pas été mauvais à Séville, ils n'ont pas été mauvais encore une fois face au PSV. Comme tu l'as dit, il y a premièrement ce manque de réussite. Il y a une action au deuxième poteau avec Machado qui ne trouve pas le cadre et puis derrière ce centre où il est tout seul et il glisse, mais qui sait, peut-être que ça pouvait permettre à Lens d'égaliser. Il y a eu cette action en fin de match aussi. Il y a eu voilà quelques phases de jeu avec Eliwahi où il y avait des possibilités, mais ça n'a pas toujours été bien exploité. Pour autant, on n'a pas vu une équipe du PSV qui était à des années-lumière de Lens. On n'a pas vu des Lensois qui ont été mauvais. On a juste vu des Lensois peut-être un peu moins précis, un peu moins entreprenants, notamment dans les duels défensifs. Où on a vu notamment un Luc de Jong qui a été très très bon tout le match. Pourquoi? Bah parce qu'on n'a pas eu un Danso qui a été aussi impérial qu'à l'aller, on n'a pas eu un Grady qui, dès qu'il est allé avec beaucoup d'intensité, bah là ça passait pas à travers, mais voilà, on n'a pas vu le même Grady qu'à l'aller. Et forcément, quand on laisse un poil plus d'espace à ces bons joueurs comme Luc de Jong, à Bakayoko, bah on se retrouve à s'exposer un petit peu plus face à une équipe du PSV qui en plus de ça, bah est réputé quand même comme étant une équipe offensive. Leur championnat en atteste quand même, avec énormément de buts marqués, avec une moyenne de buts par match qui est à plus de 3 buts par match depuis le début de la saison. Donc voilà, c'est une équipe offensive en face à laquelle il fallait bien défendre. Les Lensois n'ont pas été mauvais, mais n'ont pas été aussi transcendants, n'ont pas été aussi entreprenants qu'à l'aller, ont été moins dangereux. Et finalement, bah, une équipe du PSV qui, je vais pas dire sans forcer, mais qui a su imprégner un petit peu son rythme dans son match à domicile pour être un petit peu meilleur que cette équipe lensoise tout simplement. Et voilà, dans les matchs de Ligue des Champions, quand tu arrives à marquer sur une action, un centre, un ballon aérien et une tête de Jong, et en face de ça, bah, les Lensois eux se retrouvent à glisser ou à rater leurs rares occasions. Ouais. Bah, c'est le haut niveau, c'est la Champions League et le PSV a montré que bah, avec peu finalement on peut arriver à s'imposer, même si derrière il y a eu aussi des ratés du côté du PSV, j'en ai pas parlé, mais voilà, on parle des ratés lensois, faut quand même parler aussi des ratés du PSV. Il y avait mieux à faire pour cette équipe de Lens. Maintenant, la facture à la fin du match, je trouve que le PSV a été quand même un petit peu meilleur que Ouais. cette équipe lensoise. Voilà. Ouais, c'est un peu l'impression qui ressort de cette rencontre, hein. Il y a eu plus de maîtrise à tous les niveaux du PSV. Bruce, toi pareil.
pas mal de nervosité côté Lensois, peut-être des joueurs qui sous-performent, passent un peu à côté de cette rencontre. On le voit, hein, vraiment, la Ligue des Champions, c'est complètement autre chose. Est-ce que pour autant, ça remet en question la suite pour le RC Lens? Après, faut pas oublier qu'il y avait une ambiance là-bas, etc. Et on sait qu'en Ligue des Champions, et on le voit entre les matchs aller et les matchs retour, ça peut quand même faire beaucoup de différence. Le truc, c'est que pour moi, quand je regarde les deux matchs face au PSV, le PSV mérite 4 points. Parce que à Lens, déjà, ils avaient fait une très bonne première mi-temps, etc. Si tu prends l'ensemble, pour moi, ils ont été un peu supérieurs à Lens et sur ce retour aussi. Donc pour moi, il y a pas de scandale avec un peu plus de justesse. Bakayoko, il a énormément de bons coups à jouer. Lozano aussi, comme le dit Pipion, s'il le décale, il y a le deuxième but. Voilà, mais il a fait la pince sur le coup. De Jong, qui apparemment, bon, moi je vois pas tous les matchs du PSV, fait une saison de malade. Et c'est vrai que son but, bon, il est un peu trop tranquille pour mettre sa tête. Et quand on connaît sa qualité dans ce domaine, c'est un peu dommageable. C'est comme NSRI, quoi. Des joueurs de Ouais. tête, si tu leur laisses 1 centimètre de marquage, Ah c'est ouais. fini. C'est incroyable, ils la mettent où ils veulent. Du coup, voilà. Non, le PSV, c'est quand même une belle équipe, faut le reconnaître. Et maintenant, par contre, pour Lens, ça sent l'Europa League. Je vois pas maintenant comment ils vont pouvoir se qualifier. Faut être honnête quand tu vois Ah ouais? Bah ouais, parce que quand tu vois le scénario, en fait, si Arsenal gagne son prochain match, Arsenal est assuré d'être premier. Du coup, ils iront au PSV avec les remplaçants. Et je vois pas forcément Arsenal gagner avec un gros turnover au PSV, en sachant que le PSV c'est quand même une belle petite équipe. Et puis Lens, on verra, mais maintenant pour moi ça va être un peu trop dur. Arsenal, je vais rester mesuré, je leur vois pas, je leur donne pas une chance. Du coup, Lens aurait pu avoir leur finale à la fin contre Séville et ça aurait été le scénario idéal, mais pour moi, fallait prendre un point là au PSV. Donc maintenant, Mm. quand je vois tout, ça me semble compliqué, mais déjà d'assurer au minimum l'Europa League, ça j'y crois fort. Parce que de toute façon, ils auront leur match contre Séville. Et puis après, on sait jamais ce qui peut se passer. On va peut-être avoir une bonne surprise dans un des matchs. Hein, Mm. mais c'est vrai que là, ça me paraît compliqué. Je pense qu'ils ont laissé passer leur chance malheureusement. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, leur campagne en Ligue des Champions aura été bonne. Bon, on verra les derniers matchs. Mais là, en tout cas, ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose à dire. Parce que là, ils vont au PSV, ils ne se font pas détruire, hein, tu vois. Et Mm. vous l'avez même dit, hein, à la fin, ils poussent, ils ont des occasions. Il y a même un monde avec un peu de réussite, tu vois. Ils peuvent prendre un point. Et du coup, là, ils étaient en très bonne position. Donc voilà. Donc respect pour ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. On va espérer jusqu'au bout, bien évidemment, ce qu'on sait jamais. Mais j'avoue que là, je suis assez pessimiste maintenant pour la qualif. Il y a quand même un vent, ouais, comme tu le dis, de pessimisme, hein, autour du RC Lens, alors que c'est vrai alors pas qu'on s'enflammait, mais qu'on avait envie d'y croire pour cette équipe-là. Et c'est vrai que ce match, ces deux matchs en tout cas, parce que c'est vrai qu'il faut prendre l'aller-retour. Je pense que c'est ça qui est Ouais, il mérite un peu important. plus le PSV quand même, Ouais, faut être honnête. les deux matchs en fait te montrent que peut-être que ce RC Lens, finalement, avait pas les armes en fait. Totales pour peut-être se qualifier. Mais rien n'est terminé, les gars. On va continuer supporter le RC Lens et on espère que ça va le faire pour la suite. Un homme dans ce match, peut-être, les gars, juste faire un homme du match, comme ça on va se garder un peu de temps pour parler des autres rencontres. Kanto, qui est-ce que tu mettrais, toi, en homme du match? Bon, Luc de Jong, parce qu'il est Ouais. buteur, parce qu'il a mis de l'impact, parce qu'à 33 ans, on se rend compte que c'est toujours un cancer à jouer et que ces joueurs qui sont très bons en déviation, qui sont très bons en pivot, qui sont très bons dans les duels aériens, qui ont un sens tactique, un sens du but très aiguisé, font toujours mal, peu importe leur âge, peu importe leur club. Donc voilà, je vais mettre en avant Luc de Jong. Luc De Jong pour Kanto. Scipion, toi, tu mettrais qui? Un joueur qu'on avait vu passer en Ligue 1 et que il avait pas, j'ai l'impression que c'était un peu anonyme du côté de Mm. Nice, mais Boskagli Ouais, c'est derrière, vrai qu'il a été bon. Hein. c'est vraiment pas mal. Il a même, tu vois, une action, il a rattrapé Wayé à la course, donc ce qui veut dire que c'est quelqu'un d'assez athlétique. Non, match très solide, très intéressant. Ça fait partie de ces joueurs, utiles au PSV, comme Walter Benitez derrière. Mais honnêtement, tu Ouais. vois, dans la surprise, Boskagli à ce niveau-là en Europe, chapeau. C'est vrai que Bakayoko est pas mal cité, Bruce, sur le chat. Ouais. Hein. Lui, il a été très très dur à tenir hier et puis il délivre la passe décisive. Qui est-ce que tu mettrais, toi, en avant? Bah, je vais pas copier les deux autres. Ouais, J'aurais pu dire les deux autres aussi, parce que c'est vrai qu'ils ont été bons. Du coup, je vais dire Bakayoko, ce que j'allais dire, parce que c'est vrai qu'il est déroutant, il peut percuter, il a des ouais. facilités en 1 contre 1, etc. Puis aussi une qualité de passe ou de centre, on l'a vu sur le but. Donc voilà, on voit que c'est un joueur en tout cas qui est très dur à prendre et qui peut mettre le feu à lui tout seul quasiment. Donc voilà, faut pas lui laisser beaucoup d'espace. Et c'est vrai qu'hier, il a mis un peu la misère. Et on le redit, mais si Lozano, à un moment donné, lui avait fait une passe, il aurait même pu très certainement plier le match. Donc, ouais, Ouais. Bakayoko, franchement, il crève l'écran, je trouve.
Alors, messieurs, profitons-en pour parler un petit peu aussi des autres matchs maintenant, parce qu'il y a quand même des résultats à analyser, des matchs à analyser, et je pense qu'il faut commencer par Manchester United. Certains pensaient que On t'écoute, j'allais- Braque, c'est ton Non, moment. non, mais c'est pas qu'on m'écoute, mais certains pensaient que j'allais me défausser ou que j'allais fuir ce match-là. Mais c'est vrai que voilà, contre Copenhague, tu t'inclines, sachant que ce match, très honnêtement, enfin, je veux dire, il commence, tu marques 2 buts, en plus avec Højlund, tu te mets dans les meilleures situations, dans les meilleures conditions pour pouvoir l'emporter. Et à la fin, j'arrive pas à comprendre comment. Et le pire, c'est que, très honnêtement, je me disais, dans la tête, je me disais, mais ce match va leur échapper. Je sais pas comment ils vont faire, mais je sens Ils que vont ça va leur trouver échapper. un moyen, pourtant, ouais. ils vont trouver un moyen, parce qu'en fait, c'est le mojo de Manchester United actuellement, c'est de trouver un moyen de se saborder. Et ils l'ont fait, ils ont réussi à le faire, avec Rashford qui prend ce rouge. Derrière, tu arrives à quand même repasser devant, tu arrives à retrouver la solution pour voilà, mener et plus ou moins te mettre à l'abri. Et non, encore une fois, tu recoules, encore une fois, tu laisses l'opportunité en fait à l'adversaire de te faire mal. Mais ça, c'est tout à l'heure, quand on parlait de message, mais pour moi, c'est le message qu'en fait l'équipe envoie sur le terrain. C'est de dire à l'adversaire, oui, bah, on n'est pas si bien, on n'est pas serein. Donc voilà, à un moment donné, il arrive ce qu'il arrive et tu prends ses buts et t'y es pas. En fait, t'y es pas du tout parce qu'en fait, cette équipe, elle doute tellement. Il y a tellement de doutes dans cette équipe, tellement de joueurs qui sont plus ou moins à côté de la plaque bah, que tu te fais reprendre, que tu te fais sauter et t'es dans une situation où maintenant la qualification, elle est loin, loin, loin d'être garantie alors que tu pouvais vraiment, pour le coup, hier te mettre à l'abri. Donc encore une énorme déception et j'arrive pas à comprendre quoi. J'arrive pas à comprendre. Je sais pas qui veut en parler de ça, mais j'arrive pas à comprendre. Scipion, peut-être un mot. C'est tout le marasme de Manchester United. Tu as très très bien résumé. Comment est-ce que tu peux te faciliter autant la tâche C'est ça. et terminer par ce scénario et en plus revenir. Enfin, il s'est passé tellement de choses en 90 minutes et même ça a duré très 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 Ouais. longtemps. On peut le voir à 45 plus 9. Les 10 dernières minutes du premier temps additionnel, c'était de la folie. Et voilà, c'est tout le résumé de ce qu'est Manchester United aujourd'hui. Des joueurs qui devraient jamais être titulaires à la base, bah, comme Johnny Evans. Ok, il sort blessé, mais ensuite c'est Varane qui est au fond du seau mentalement, qui n'apporte rien. Tu fais rentrer un Amrabat qui fait une seconde période ignoble. C'est dur, même Rashford, tu vois, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. La Rashford, depuis quelques semaines, ça va pas. Clairement, ça va pas. Tu sais très clairement que quand les Ragueurs égalisent à 3-3 la 83e, tu sais que le 4e but va venir assez vite. Tu sais très clairement que cette équipe est tellement Même dangereuse. déjà, les 2 buts qu'ils prennent avant la mi-temps, là, tu sais que ça, c'est le syndrome, même si t'as 10 machin. On sait très bien qu'avant la mi-temps, c'est trop important. Tu peux pas prendre 2 buts. Tu vois ce que je veux dire Bruce, là, tu sombres à ce moment-là déjà. Tu vois, t'as 2 buts d'avance, t'es à 10. Tu peux tenir, t'es United un minimum, mais ils sont tellement catastrophiques que, vas-y, c'est fini. Ils en prennent un, tu sais que derrière, c'est mort. Scipion, je te rends la parole tout de suite, mais franchement, je suis complètement d'accord avec toi, Bruce. En fait, tu prends ce carton rouge et comme c'est Manchester United, tu sais derrière qu'en fait, il va y avoir des buts. Tu sais qu'ils vont prendre des buts. Et si cette équipe avait un peu plus de confiance, un peu plus de maîtrise, ces buts, franchement, tu les prends pas. Peut-être que t'en prends un en deuxième période et je vais pas, affabuler, mais tu serais arrivé à la mi-temps, Braque. Elle doit aller prendre les buts, tu vois. Une autre équipe en confiance, Braque, elle arrive à la mi-temps, elle n'a pas pris de but. Et du coup, ajustement tactique, etc., tu peux te refaire, tu vois ce que je veux dire. Parce que tu sais que tu vas être à 10, tu as le temps de préparer ça et de t'adapter. Là, le truc, c'est que tu prends les 2 buts, ça te termine, tu vois. En fait, tu crées les scénarios toi-même, en vérité. Tu donnes à l'adversaire l'opportunité de te faire mal. C'est ça qui me rend fou avec cette équipe-là. Au lieu, après avoir pris le rouge, je sais pas, de faire bloc, de se dire, vas-y, on avance jusqu'à la mi-temps. Après, il y avait 13 minutes de temps additionnel, donc forcément, c'était un peu chelou. Mais je veux dire, au lieu de se dire, on fait bloc, on prend pas de but maintenant, et après, derrière, on revient après la pause avec un nouveau plan de jeu, et surtout que tu perds un attaquant. Donc, défensivement, tu peux un minimum rester en place, tu vois. Non, ils y arrivent pas, et ils se laissent avoir. Excuse-moi, Pipion, juste... non, parce qu'on parlait du rouge, et après, je te laisse parler. Le rouge... Alors oui, il veut pas faire ça, on le sait, il veut protéger la balle, machin, mais ces obstructions, moi c'est un des trucs qui m'insupporte le plus au foot, les joueurs qui sous prétexte que le ballon à un moment donné à eux peuvent écarter la jambe de 10 mètres et se décaler.
tu vois, pour faire ça, moi j'ai horreur de ça quand les défenseurs et les joueurs font ça. Et la plupart du temps, ils ont les fautes pour eux si tu les touches à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai horreur de ça. Pour moi, ça c'est des fautes d'obstruction à la base. Et là, bon, bah manque de bol pour lui, la jambe, elle tape, il peut lui péter la cheville ou je sais pas quoi, tu vois. Mais j'ai horreur des joueurs qui s'écartent comme ça, qui écartent la jambe. Pour moi, ça c'est des fautes à la base, c'est des obstructions. Ça me rend ouf perso. Voilà, c'était juste mon petit coup de gueule. Pips. Bah maintenant, voilà, si on se projette sur l'avenir, voilà, on a Manchester United, dernier du groupe. Alors oui, dans un groupe avec le Bayern, on sait que le Bayern va survoler, mais quand même dernier du groupe, derrière Copenhague Galatasaray. Alors oui, il n'y a qu'un point de différence, mais je rappelle, 29 novembre, ce petit Galatasaray-Manchester United, le match de la peur. En plus, je crois que c'est à 18h45, donc il n'y aura pas d'excuse pour le louper. Celui-ci, on sera là, tu vois, le fauteuil bien confortable, le popcorn, tout ça, allez, on va y aller, celui-ci, il va régaler. Mais c'est vrai que sur la dynamique totale, fin de la saison, c'est un peu lunaire, quoi. Honnêtement, je doute qu'on revoie un Manchester United confiant, conquérant assez vite. Et en plus, tu sais, on en a parlé, mais même, tu vois, les dernières victoires, elles sont hyper étriquées. On a le doublé de McTominay qui Bruno qui met un but de fou. Exactement. On a Onana, le sauvetage sur penalty à dernière minute contre Copenhague à l'aller. Même quand il gagne, tu vois, ces derniers temps, c'est hyper étriqué. C'est miraculeux. Ils vont se faire fumer. T'avais raison, Pipion, au début. Quand toi, Pipion l'avait dit, ils sentaient en pré-saison qu'ils allaient sauter en phase de poule. Ils voyaient plus Galatasaray. Là, franchement, on y va tout droit. Je vois pas comment Galatasaray peuvent s'en sortir. J'ai cru que tu avais dit Manchester United va te faire fumer dans le sens comme ça. Je me suis dit, non, moi je suis pas supporter du United, je suis pas des prix. Ça rend fou braque à la limite. Non, mais moi, les gars, vous le savez que je suis honnête par rapport à United. Depuis le début de la saison, je les descends. Donc après, c'est mérité. Quand tu vois ce qu'ils font, hier encore, c'est la preuve que cette équipe, elle va pas bien, qu'elle est malade. Parce que t'es quand même un club de PL, t'as quand même des moyens, t'as quand même pas mal de choses. Je suis désolé, comment un match peut t'échapper autant, en fait? Parce que un match peut t'échapper, tu vois, le match peut être compliqué à gérer, mais à la fin, tu t'en sors. Là, vraiment, tu donnes le bâton pour se faire battre. Et c'est ça qui me dérange, en fait, avec ce United-là. C'est qu'il y a personne, et il y a tellement pas de stabilité dans cette équipe que, en fait, c'est évident que ça va se passer comme ça. C'est tellement évident que tu vas te faire avoir que finalement, t'es même pas surpris à la fin. Donc, j'espère qu'ils vont quand même se qualifier, hein, mais ça va être franchement, ce que j'ai vu, franchement, ils méritent pas de se qualifier en tout cas. Donc, de ce qu'on voit de Galatasaray dans cette poule, ils méritent 100 fois de se qualifier. Il y a pas photo. Et même l'aller Galatasaray contre le Bayern en première mi-temps, ils s'étaient créé 1 milliard d'occasions, ils avaient bouffé la feuille et tout, tu vois. Galatasaray mériterait de se qualifier maintenant. Après, il faudra finir le boulot contre United. Je suis assez d'accord. Parlons d'une équipe, elle, qui s'est qualifiée. Certains, Kanto, lui promettaient l'enfer, c'est le Real. Le Real qui allait gagner, qui s'est imposé 3-0 contre Braga et qui a géré son groupe tranquillement. 4 matchs, 4 victoires. Une équipe qui connaît la Ligue des Champions. Une équipe Ligue des Champions, Kanto. Bah ouais, écoute, c'est pas le Real le plus transcendant, le plus flamboyant qu'on voit des dernières années, mais 4 matchs, 4 victoires, 3-0 à la maison face à Braga. Un énorme Vini hier, un très bon Vini. Ouais, bah écoute, non, il n'y a pas grand chose à dire sur le Real, si ce n'est que, on va dire, mission accomplie, c'est une partition encore une fois, même si on n'a pas, comme j'ai dit, le Real qui cartonne tout le monde comme on pouvait le voir dans le passé. Là, en tout cas, ils sont bien là et ils font pas de bruit, mais ils avancent à leur rythme. Braque, juste, j'aimerais souligner que Braque, il a mis fin à la saison et à la carrière de l'Union quand il a dit que l'Union allait finir devant le Real en Ligue des Champions et que le Real allait sauter. Depuis qu'il a dit ça, l'Union, ils ont sombré comme jamais. Il les a exterminés, Braque. Non, mais moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça pour le Real. Moi, je pensais que l'Union allait être sur la lignée, allait en tout cas au moins finir en beauté, parce que on les connaît, les clubs allemands là, les étoiles filantes, Fribourg, tous ces clubs là que tu vois faire des grosses saisons et après qui s'aplatissent derrière. Moi, je pensais qu'ils allaient au moins faire une belle campagne en Champions League, mais il en est rien. Je pensais que Naples serait aussi sur sa continuité. C'est pour ça que je pensais que ça allait être difficile pour le Real, en fait, tout simplement. Moi, je prenais les choses par rapport à la saison dernière. Je me suis bien trompé et bien fait pour moi. Et puis, je passe pour un énorme footix. Non, mais le Real, c'était sûr. Real, hein. C'était sûr je pensais que ça allait être beaucoup plus dur. C'était sûr qu'ils allaient se qualifier, mais ils allaient peut-être pouvoir être un peu plus contestés, peut-être pour la première place avec Naples. Mais
Mais Naples, même si là, ça va un peu mieux, même si là, ils ont fait le con, tu vois, en championnat, ça va un peu mieux. Ils ont fait un début de saison qui était moins ouf aussi. Mais tu disais, si tu avais le Naples de la saison passée, tu vois, il y aurait eu la bagarre avec le Real peut-être pour la première place. Après, j'en démords pas. Je pense que ça peut être compliqué en huitième de finale pour le Real. Je dis ça, je dis rien. Non, mais l'Union, ce qu'ils font depuis le début de saison, ça reste quand même une farce. Ouais, c'est compliqué, c'est abusé. Attends, après la saison qu'ils te font l'année dernière, après il y a peut-être des changements, mais je veux dire, c'est un peu chelou quand même. De quel match est-ce que vous voulez parler? Je crois que Scipion, tu voulais dire un mot quand même sur la Real Sociedad aussi. Ouais, bah voilà, Real Sociedad qualifié au bout de 4 journées en compagnie de l'Inter, dans un groupe où tu avais quand même Benfica, quart de finaliste l'an passé, convaincant, Benfica, et c'est Salzbourg. lunaire. Hein. Ouais, par contre, Benfica, c'est la descente aux enfers. Voilà, ils ont marqué leur premier tir, mais sinon, c'est que des défaites. C'est une défense extrêmement poreuse, c'est un jeu offensif absent. Ça, c'est vraiment, je comprends pas ce qui s'est passé. Alors oui, ils ont eu des pertes au mercato, enfin ces derniers temps, tu vois, bon, il y a Grimaldo, Gonzalo Ramos, et eu à l'hiver Enzo Fernandez, mais tu vois, il y avait encore le socle, l'entraîneur est toujours là, et eux dans ce groupe, ne pas avoir pris un seul point à ce moment-là, c'est très difficile. Donc voilà, ils vont devoir en tirer les conséquences. Mais Real Sociedad, vraiment, j'insiste, mais si vous voulez voir du football, regardez la première période d'hier, c'était d'une intensité, d'un niveau, ça allait dans tous les sens, avec Kubo, qui est vraiment sur une autre planète sur ce début de saison. Le Barça qui les a escroqués. Ouais, c'est ça. Il y a, voilà, j'ai beaucoup aimé aussi Zubimendi, Barachena, qui sont deux joueurs purement basques formés au club. Non, ça tourne très très bien pour eux. Et voilà, je pense qu'ils peuvent aller faire peut-être un petit parcours. Ouais. Alors, ça va être un petit peu compliqué en 8e quart et tout, mais pourquoi pas s'offrir un de tout ça. Mais après, les Espagnols en mission, on connaît les équipes espagnoles en Coupe d'Europe, quand ils sont sur un bon délire, des fois, équipe joueuse comme ça, faut se méfier quand même, ça sera pas cadeau. Et bon, si je dis pas de conneries, l'Inter reçoit la Sociedad, du coup, ils ont toujours cette option pour la première place, mais faudra finir le boulot, et c'est une équipe qui est pas simple à manœuvrer. T'es pas à l'abri qui termine premier de poule, hein, c'est pas impossible, même si l'Inter sera favori ce qu'ils reçoivent. Tu me fais une belle passe D, Bruce, par rapport aux équipes espagnoles. Il y en a une qui de plus en plus se montre, et d'ailleurs je crois que vous l'avez même dit dans hors-jeu, hein, vous l'avez dit en début de saison, l'Atlético qui en colle 6 au Celtic, ce n'est que le Celtic, certes, mais c'est vrai que ce qu'on voit de l'Atlético cette saison, et Griezmann, costaud, hein, c'est peut-être le meilleur joueur au monde. Si tu prends peut-être les gars, si vas-y. Bon, t'as Bellingham qui fait un début de saison avec ses buts et tout, mais sinon, si tu prends l'entièreté du truc, Kane et Grisou, c'est peut-être les deux meilleurs joueurs au monde de ce début de saison. Enfin, Griezmann. T'oublies Florian Wirtz, je pense. Ouais, mais là, c'est autre chose encore. J'adore Wirtz, c'est un super joueur et tout, mais là, on parle des deux meilleurs peut-être à l'heure actuelle pour moi, Griezmann et Kane, sur tout ce qu'ils font sur le terrain quand même, c'est... des deux en tout cas qui jouent les compétitions les plus importantes, quoi. Donc, forcément, Wirtz, son heure viendra quant au t'inquiète. Non mais Griezmann, il fait tout sur un terrain, c'est lunaire, c'est trop. Quand il est à ce niveau-là, c'est n'importe quoi. Ouais. Non, très grosse presta. Je regarde un peu les rencontres dont on n'a peut-être pas parlé. La défaite du Barça, mais bon, on se doute bien qu'il n'y a pas une incidence de ouf après. C'est comme inquiétant. C'est pas normal, c'est pas normal. Ils sont pas bons, ils jouent mal. Le Xavi Ball, ouais, là ça commence à être de plus en plus risible. Moi, je prends juste d'un point de vue Ligue des Champions parce qu'ils ont 9 points, ils sont bien. Mais même en championnat, c'est poussif, la plupart de leurs matchs. Ça commence en plus, on s'était dit, tu vois, les arrivées de Cancelo, Félix, c'était un Barça pétillant, la victoire 5-0 contre le Betis, on s'est dit, enfin, tu vois, ça va lancer. Et là, ça fait plusieurs matchs où ils ont énormément de soucis offensifs. Lewandowski aussi, qui marque plus. Rafinha, c'est très compliqué. Non, franchement, Roméo, désolé, je veux bien que ce soit le pote de Xavi, mais c'est pas possible ce genre de bail. Ce joueur n'a pas le niveau Ligue des Champions. Faut arrêter très très vite. Donc Xavi, ça commence à être un petit peu tendu, ouais. Et attention, parce qu'on avait dit qu'ils avaient assuré très certainement la première place en gagnant à Porto, mais bon, là, ce Barça-là, même s'ils reçoivent Porto, vu ce qu'ils font ces derniers temps, t'es pas à l'abri d'une désillusion. Faut faire gaffe quand même. Ouais, ça peut être difficile. Bon, en tout cas, les amis, il est quasiment 13h. On a essayé de condenser nos petits avis sur ce qu'on a vu sur ces 2 jours de Ligue des Champions. On va terminer en regardant les cotes des rencontres du soir. Les cotes avec notre partenaire Winamax. Bruce, je te laisse afficher ça. Ça devrait s'afficher. Là, c'est Poineau avec clic normalement. Donc moi, je suis raccord depuis tout à l'heure. C'est Poineau qui fait les affichages. Okay, pour clic, avec clic, quand il y a les notes des joueurs, c'est Poineau. Clic. Voilà.
Alors, au niveau des rencontres, bien sûr, Toulouse-Liverpool, Rennes, Panathinaikos, l'AEK Athènes contre l'OM et le LOSC contre Bratislava. C'est vrai que Kantos, comme ça faisait un petit moment qu'on t'a pas eu dans l'émission et qu'on n'a pas eu ton avis sur l'OM, t'es comment avec l'OM en ce moment, toi? Écoute, on va gagner, on va prendre une sérieuse option sur la qualification dès ce soir. Voilà comment je suis, tout simplement. Ok. Putain, Kanto, dès que tu parles et que t'es trop affirmatif, ça finit toujours mal, Kanto. Putain, fallait pas parler là. Oh, de toute façon, ça finit toujours mal cette année avec l'OM, donc non, c'est... Non, écoute, en réalité, non, je pense qu'on est tous un peu sceptiques par rapport à ce qu'on voit en tant que supporter de l'Olympique de Marseille. Maintenant, il y a quand même cette éclaircie avec l'Europa League où on se dit que ça peut peut-être nous faire vibrer malgré tout toute la saison, dans une saison qui s'annonce un petit peu difficile. Donc non, on y croit. Écoute, en réalité, c'est qu'on a su faire le dos rond quand tout allait mal en faisant nul face à l'Ajax et face à Brighton, en s'imposant à la maison face à l'AEK. Si ce soir le déplacement, on revient avec 3 points, dans ce cas-là, on aura 2 rencontres face à Brighton et l'Ajax pour prendre un minimum de points pour continuer à y croire. Donc voilà, on y croit tout simplement. Ouais, bon bah écoute, on regardera ça de très très près. J'aurais lancé un live, les gars. Arrêtez de faire les gamins. Et les gars, je le dis parce que vous me voyez tous comme un anti-parisien et tout. Je pense que le PSG va quand même se qualifier, les gars, malgré ce que je dis et tout, que c'est une équipe incomplète, imparfaite. Mais c'est pas acquis encore. Hein. Mais non, bah ça relance ce truc. Mais pour moi, C'est je pense qu'ils vont quand même se qualifier. Donc voilà, c'est juste que bon, faut savoir doser par moment, c'est ça. C'est qu'est-ce qui vous a donné autant d'assurance et de confiance pour dénigrer certaines équipes en Ligue des Champions et se dire que vous êtes toujours au-dessus du lot. Moi, c'est ça. Et encore une fois, c'est pas tous les supporters parisiens, c'est certains et vous le savez très bien. Ceux qu'on voit beaucoup sur les réseaux, etc., qui font souvent les malins, c'est juste ça. Voilà. Zach Nani hein, sur le chat qui est là, qu'on retrouvera dans l'émission en plateau dans les prochains lundis. Bon bah messieurs, oui, Pipion. Juste un petit mot parce que c'est quand même vas-y, dites-moi. une belle initiative de RMC ce soir. On a Toulouse-Liverpool qui est diffusé sur Twitch, donc du foot gratuit. Donc voilà, à 18h45, c'est le genre d'initiative qu'on apprécie. On sait que c'est toujours difficile parfois d'avoir accès à des matchs et tout, en Coupe d'Europe surtout. Et je trouve que c'est pas mal de pouvoir voir ce petit TFC Liverpool. Voilà, comme ça, devant nos petits écrans. Oui, c'est vrai qu'on valide toujours. Hein, c'est vrai. initiative comme tu le dis. Donc bravo à RMC de proposer ça. Merci beaucoup les gars, merci Kanto. Merci à toi Braque, merci les gars. Merci et Pips. à lundi. Merci Braque, merci l'équipe. Oui, Kanto sera de retour lundi. Et merci Prux. Merci les gars, à plus tard, les fraudes. Salut à tous. Ciao. Bonne journée.